Alors on l'accuse beaucoup, son repli à l'international, que certains qualifient même de retrait. On le dit plus préoccupé désormais aussi éventuellement par l'économie de l'Asie-Pacifique que du reste du monde. Enfin, difficile de croire tout de même que les États-Unis sembleraient se désengager de l'international, puisque Obama est tout de même tout le temps ou quasiment à la une de tous les journaux et à l'occasion de sujets justement internationaux. Le retrait des troupes en Afghanistan pour 2014, les projets de pourparlers au Qatar en Afghanistan avec les talibans, et puis surtout son voyage en Afrique qui commencera demain avec au programme le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, pas le Kenya. On essaiera de comprendre pourquoi avec nos invités ce matin, André Caspy et Maya Candel. Bonjour à vous. Et donc un voyage en famille, inhabituellement long désormais pour les présidents de la République, une semaine à peu près. Un voyage qui d'ailleurs fait polémique sur son coût, 100 millions de dollars, 50 limousines, quelques centaines de gardes du corps, un projet de safari avorté. Mais enfin bref, un voyage avec, on le sait, la situation aujourd'hui en Afrique du Sud où l'on s'attend d'un moment à l'autre à l'annonce du décès de Nelson Mandela. Mais enfin, c'est l'occasion, ce voyage de demain et pour une semaine, de nous interroger au fond sur la nouvelle stratégie du gouvernement américain. Y a-t-il une nouvelle stratégie? Y a-t-il un véritable repli isolationniste comme beaucoup le pensent, ou simplement passe-t-on d'un engagement et d'un interventionnisme militaire à un autre type d'interventionnisme, à d'autres intérêts plus économiques, comme c'est d'ailleurs cycliquement le cas aux États-Unis? Pour essayer de comprendre tout cela, donc André Caspy. Bonjour André Caspy. Bonjour. Historien, spécialiste des États-Unis et auteur entre autres de ce qui est désormais un usuel, les présidents américains chez Thaïlandier. Barack Obama a aussi la grande désillusion en 2012. Et Maya Candel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IRSEM et vous êtes, je le dirai qu'une fois parce que c'est très long, spécialiste du Congrès américain, de la politique étrangère et de défense des États-Unis, chargé d'études sur les États-Unis et la relation transatlantique au sein du domaine sécurité européenne et transatlantique, c'est ça? C'est ça. Bref, vous savez tout sur la question quand même. Dites peut-être une question par l'anecdote, mais tout de même, c'est plus très courant des voyages aussi longs aujourd'hui pour les chefs d'État du monde entier. D'ailleurs, on voit le président de la République française se déplacer rapidement, 2 jours, à peine 3 jours au grand maximum quelque part, y compris d'ailleurs pour le président des États-Unis, quand on se souvient que les voyages présidentiels américains ou français, De Gaulle passait 15 jours à l'Amérique du Sud, les présidents américains, idem quand ils circulaient. Est-ce qu'il faut y voir tout de même, sur la durée même, sur une intention diplomatique, une semaine, Tanzanie, Sénégal et Afrique du Sud? Tout d'abord, si on veut faire appel à l'histoire, je vous rappellerai qu'en 1919, le président Woodrow Wilson a passé presque 5 mois à Paris. Alors, on est battu. Je n'avais pas celle-là. C'était le premier président des États-Unis qui restait si longtemps à Paris, mais ça n'était pas uniquement pour le plaisir d'être à Paris, c'est parce qu'il participait à la conférence de la paix. Il est vrai qu'à l'époque, il habitait dans l'hôtel de Crillon, donc ça valait la peine de rester à Paris, place de la Concorde. Bon, cela dit, pour revenir au voyage de Barack Obama, en effet, ça n'est pas tout à fait courant qu'un président s'absente aussi longtemps, mais cela montre sans aucun doute son intérêt pour l'Afrique, alors que beaucoup de présidents qui l'ont précédé ne considéraient pas l'Afrique comme un terrain privilégié pour la diplomatie américaine. Je dirais d'ailleurs au passage qu'il se trouve, par hasard, qu'au même moment, l'ancien président George Bush sera aussi en Afrique. Et que, toujours par hasard ou non, les deux... Où ça? Alors, lui, sera plutôt en Zambie. Oui. Mais les deux présidents ne se rencontreront pas, mais en revanche, les deux épouses des présidents se rencontreront précisément dans une sorte de rencontre qui a plutôt un côté caritatif. Donc, cela veut dire que aujourd'hui, les États-Unis s'intéressent de près à l'Afrique, aussi bien sur le plan caritatif que sur le plan militaire et politique. Et c'est peut-être là une nouveauté qu'il convient de signaler. Il était temps, disaient certains chefs d'État africains, tout de même 4 ans et demi à la Maison-Blanche, sans aller en Afrique subsaharienne, à l'exception d'une escale de 21 heures, alors là, sur ce coup-là c'était très court, au Ghana en 2009. Il était temps, dit notamment justement une conseillère de Jacob
Zuma, c'est dans Jeune Afrique, hein, Lili Vizulu, qui dit au fond, s'il n'était pas venu, s'il ne vient pas, ils avaient lancé au début de la deuxième réélection de Barack Obama, s'il ne vient pas pendant son second mandat, on ne le lui pardonnera pas. Oui. Eh bien, écoutez, cela veut dire qu'au fond, il y avait du retard, et ce retard, il est en train de le combler. Cela dit, son prédécesseur, c'est-à-dire George Bush, avait manifesté lui aussi un intérêt pour l'Afrique, surtout d'ailleurs pour des raisons sanitaires. Mais il n'empêche qu'il y a là une lacune dans la diplomatie américaine que le président Obama tâche de combler. Alors, une des raisons qui a été invoquée notamment pour justifier un tel investissement en même temps en millions de dollars, hein, je rappelle 100 millions de dollars, 50 véhicules, 14 limousines blindées, avions militaires, navires, déploiement d'agents secrets un peu partout pour assurer la protection du président et de sa famille, hein, il voyage en famille. Ben Rhodes, tout de même, son conseiller, dit que c'est justifié notamment parce qu'il va falloir parler beaucoup pour Barack Obama de lutte anti-terroriste. Maya Kandel, dans quelle mesure l'Afrique fait-elle partie, est-elle un maillon ou pas important sur cette question de la lutte antiterroriste dont on sait qu'elle fait des vagues évidemment aux États-Unis, et notamment aussi par ces épiphénomènes, enfin qui ne sont pas des petits épiphénomènes, évidemment avec l'affaire Snowden, mais tout de même, et des écoutes et de ce que tout cela implique sur ces questions-là. Mais tout de même, l'Afrique, la lutte antiterroriste américaine, c'est le même combat? Alors, je dirais tout de même l'objectif numéro 1 de ce voyage, c'est vraiment de corriger cette perception d'une Afrique qui aurait été moins importante sous Barack Obama. Donc l'accent est vraiment sur le commerce et l'investissement. Et je parle de corriger une perception, puisque... en effet, par rapport à... Enfin, justement, depuis Clinton, l'Afrique avait été beaucoup plus importante. Il y avait un accent économique très fort sous Clinton, un accent humanitaire sous Bush, et sous Bush aussi, la création d'Africom, donc le commandement régional. Et donc, sous Obama, il y a eu vraiment le sentiment de la part des Africains que l'Afrique était moins importante, et paradoxalement, du coup, on a eu le sentiment d'une militarisation de la politique africaine des États-Unis. Alors... je ne pense pas que ce sera au premier plan de ce voyage, mais effectivement, on a une implication croissante des États-Unis sur les questions de sécurité en Afrique. Le rédacteur en chef d'un magazine sud-africain, Sun Times, Chika Oyani, qui est un journal basé aux États-Unis, disait « Jusqu'à présent, Obama a échoué en Afrique, carrément de façon très affirmative ». Est-ce que vous partagez cet avis par rapport à ses prédécesseurs ou pas, André Caspi, Maya Kandel? Écoutez, tout d'abord, les États-Unis ont 51 ambassades en Afrique. La Chine, 41. Ça veut donc dire qu'il y a bien une sorte de rivalité, d'abord, entre les États-Unis et la Chine, mais il y a aussi la nécessité pour les États-Unis d'être présents en Afrique à cause de toutes les répercussions que le terrorisme international peut avoir sur ce continent. Et on a bien vu, par exemple, qu'au moment de l'intervention française au Mali, les Américains ont aidé les Français. Ils n'ont pas d'ailleurs été les seuls, puisqu'il y avait aussi les Russes. Mais les Américains ont aidé les Français. Ça veut donc dire que l'Afrique n'est pas complètement en dehors des perspectives diplomatiques des États-Unis. J'ajouterais qu'il y a 3000 soldats ou 3000 militaires américains en Afrique, et que Hillary Clinton elle-même, lorsqu'elle était secrétaire d'État, c'est-à-dire pendant le premier mandat de Barack Obama, a fait 15 voyages en Afrique. Donc on ne peut pas dire que les États-Unis négligent l'Afrique. Je comprends que les Africains regrettent que Barack Obama ne vienne pas plus souvent, mais je vous ferai remarquer que beaucoup d'Européens qui ont vu Barack Obama plus souvent que les Africains considèrent que Barack Obama n'est pas particulièrement intéressé par les affaires européennes. Ce qui veut dire en somme qu'en fin de compte, Barack Obama entreprend cette espèce de pivotage, comme on dit, du côté de l'Asie, est obligé de suivre de très près les affaires du Moyen-Orient. Ce sont là, en somme, les deux centres d'intérêt, avec en plus des relations avec la Russie,
qui ne sont pas, pour le moins, très faciles. Donc l'Afrique n'est pas complètement négligée, mais elle n'est pas au centre même de la diplomatie des États-Unis. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui est au centre? Alors pour élargir au sujet à partir de cette visite africaine, qu'est-ce qui est au centre de la politique américaine? On a noté, et notamment beaucoup de déceptions, après le discours du Caire, qui a suivi le discours de Berlin, qui a fait au fond un peu grincer les dents sur une forme de désengagement, de volonté presque de désintéressement de Barack Obama, disant écoutez, le Moyen-Orient, pour le faire vite, mais je souhaite m'en dégager un petit peu, considérant que la vieille Europe la regarda attentivement, mais considérant que cette crise indique au fond la fin de quelque chose et d'un cycle, les échecs de l'Irak, le désengagement de l'Afghanistan, et donc se tournant vers l'économie de l'Asie-Pacifique. Est-ce que ça veut dire tout de même que le vaste monde avec lequel pour l'instant les États-Unis commerçaient dans tous les sens du terme, c'est une histoire qui est un peu derrière? Ou est-ce que c'est là aussi une illusion éventuellement d'optique ou conjoncturelle? Non, je pense qu'il y a un virage actuellement dans l'attitude des Américains vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire que ce virage, ça tient tout d'abord au fait que la priorité des priorités, c'est la reprise de la croissance économique. C'est la politique intérieure? C'est la politique intérieure. Bon, cela dit, sur la politique extérieure, le grand virage consiste précisément à se tourner vers l'Extrême-Orient, vers l'Asie en particulier, vers les relations avec la Chine. Et de notre côté, on est en train de s'apercevoir que s'agissant du Moyen-Orient, les Américains souhaiteraient prendre un peu le large, d'autant plus que, tout à l'heure, votre collègue le soulignait, la fracturation, la méthode qui permet d'obtenir de l'huile, enfin du pétrole et du gaz de schiste, va donner aux États-Unis une position complètement différente de celle qu'ils avaient auparavant. Quasi-indépendance énergétique. Donc autrement dit, on voit bien ce tournant qui s'opère, et par conséquent, cela veut dire que les autres problèmes qui jusque-là étaient au premier plan vont certainement passer au second plan si ça n'est déjà fait. Cela dit, Maya Kandel, est-ce que quand on dit que Barack Obama souhaite se désintéresser de la question du Moyen-Orient, se désengager un petit peu des affaires israéliennes, on y reviendra, est-ce qu'il le peut vraiment? Est-ce que ça recouvre une vraie réalité? Alors, est-ce qu'il le peut? Oui, en effet, c'est une vraie question. Mais je pense que là-dessus, il faut rappeler en effet que Obama a été élu sur cette volonté américaine de la population américaine de mettre fin aux guerres, de désengager... Et de mettre fin aux guerres de Bush. Voilà, de mettre fin aux guerres héritées de Bush. Donc c'est vrai que ça, c'est important. Et de se concentrer sur les questions intérieures, notamment les questions économiques. Alors ensuite, vous parliez des attentes africaines, des attentes européennes. Je pense que c'est deux très bons exemples, puisque c'est sans doute en Afrique et en Europe, pour des raisons différentes, qu'il y avait eu les attentes les plus irrationnelles, sans doute, vis-à-vis d'Obama. Et donc, à ce niveau-là, on est en train de vivre, d'une certaine manière, le rattrapage, enfin, les perceptions rattrapent la réalité, une réalité qui était assez évidente depuis quand même un petit moment, c'est-à-dire que... D'une part, Obama avait continué un certain nombre de politiques de Bush, ça on y reviendra peut-être, sur les drones, sur la surveillance, sur toutes ces questions-là. Donc là, il y a une espèce le reste du monde, tout à coup, se rend compte que Obama est quand même le président des États-Unis et que, voilà, donc... ensuite, au sujet du... Et qu'il poursuit des politiques déjà engagées auparavant. Un certain nombre de politiques dont il a hérité, en effet. Et ensuite, alors, vis-à-vis de... Est-ce qu'il va pouvoir se désengager réellement du Moyen-Orient? Dans une certaine mesure... le fait même qu'il y a un certain vide ou un certain flottement sur la Syrie, que l'attitude vis-à-vis des printemps arabes, c'est déjà un désengagement, mais en fait, cette non-politique est aussi une politique dans un sens. Donc c'est là qu'on a une difficulté. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Yes, you can. Yes, I can. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est africain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Obama a déçu l'Afrique. Son élection en novembre 2008 avait pourtant soulevé une vague d'espoir à travers le continent. Il a semblé y répondre en juillet 2009 lorsqu'il s'est rendu au Ghana. Mais le discours qu'il a tenu alors à Accra, dénonçant la corruption et la répression, appelant les Africains à se doter d'institutions démocratiques et à pratiquer une bonne gouvernance, a pu être perçu sur place comme paternaliste et condescendant. C'est aussi que Barack Obama est le président des États-Unis et que les intérêts stratégiques essentiels de son pays l'ont requis sur bien d'autres fronts, Chine, Afghanistan, Iran, Corée.
On a beaucoup relevé dans les capitales africaines que certains postes importants de son administration tournés vers l'Afrique étaient restés longtemps vides de titulaires, jusqu'en 2012. Un signe qui ne trompe pas, le continent n'était pas une priorité sur son agenda. En comparaison avec l'appétit manifeste d'un Bill Clinton ou d'un George W. Bush pour l'Afrique, Obama ne paraissait pas intéressé. Par contre, la secrétaire d'État Hillary Clinton a accompli sur place d'importantes tournées diplomatiques. Elle aura visité en tout 23 des 54 capitales africaines. Washington, on le sait moins, a aussi joué les bons offices dans plusieurs situations périlleuses, notamment au Malawi et en Guinée. Enfin, le African Growth and Opportunity Act, créé sous Clinton, a été relancé par Obama et doté d'un fonds de 3,5 milliards de dollars. Alors pourquoi l'Afrique et pourquoi maintenant? Eh bien parce que les Chinois y sont. Ils y achètent tout, des mines, des entreprises, des commerces, que les Indiens, les Russes, les Turcs, voire les Brésiliens y investissent aussi parce que c'est un continent d'avenir. Parce que Washington s'inquiète de voir les organisations terroristes prendre pied dans le Sahel, au Nigeria, dans la Corne. Parce que les pirates rendent périlleuse la navigation en mer Rouge dans le golfe et aussi dans le golfe d'Aden. Pourquoi 3 États et 3 seulement? Parce que le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont été choisis de manière à quadriller le continent, l'Ouest, le Sud, l'Est, et qu'il s'agit de 3 démocraties assez solides. Mais on commente abondamment la liste des pays qui auront été évités par Obama malgré leur importance. L'immense Nigeria, l'un des États les plus peuplés de la planète. Le climat d'insécurité qui y règne rendait sans doute trop périlleux l'accueil du président des États-Unis. Le Kenya aussi, le pays de naissance de son père, a été écarté, alors même qu'Obama s'y était rendu après son élection au Sénat en 2006. Mais voilà, le président kényan, Uhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya indépendant, est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. C'est bien sûr en Afrique du Sud que Barack Obama est attendu avec le plus de curiosité. Quoique les échanges commerciaux entre les deux pays soient denses, la tradition politique locale veut que l'ANC publie régulièrement des communiqués dénonçant l'impérialisme américain et que ce pays, membre des BRICS, entretienne d'excellents rapports avec nombre d'ennemis des États-Unis, Iran et Cuba en particulier. Pretoria, on s'en souvient, avait aussi refusé l'initiative franco-britannique soutenue par Washington en Libye, et soutenait mollement une solution négociée pour aider Kadhafi à s'en sortir. Obama tentera d'améliorer les relations bilatérales en promettant son aide face à l'instabilité de la zone qui inquiète l'Afrique du Sud, élections au Zimbabwe, crise politique à Madagascar, crise au Mozambique. Mais jusqu'où le président américain peut-il aller pour calmer cette inquiétude? Que peut-il offrir aux Sud-Africains? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, réponse à applaudissement nourri d'André Caspi. Je ne connais pas l'image. Non, j'ai trouvé que l'analyse de Brice Couturier était excellente et qu'elle touchait à tous les domaines que l'on peut aborder lorsqu'il s'agit du voyage de Barack Obama en Afrique. C'est la raison pour laquelle je lui ai fait un signe d'amitié et d'approbation. Maya Candel. Oui, non, en effet. Alors c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de polémiques autour de ce voyage de Barack Obama. On a critiqué son coût aux États-Unis, mais ce qui est un peu déplacé, c'est une manière de dire est-ce que l'Afrique est si importante? Est-ce qu'il faut lui accorder un voyage aussi long, aussi coûteux? Et puis, et c'est vrai que je voyais une analyse dans un périodique africain. Il a réussi à mécontenter quasiment tous les Africains parce que justement, il n'est pas allé chez eux. Voilà, mais sinon, effectivement, je partage tout à fait votre... Alors que qu'entend-on, cela dit, quand on parle au fond de cette fameuse politique de Barack Obama, qu'on appelle quoi? Alors la question du leadership par l'arrière, l'empreinte légère, par exemple. Est-ce qu'il a les moyens de son empreinte légère et est-ce qu'il ne faut pas tout de même chaque fois recontextualiser la question de la politique intérieure aux États-Unis où Barack Obama, après tout, est quasiment ou presque tout le temps dans une sorte de cohabitation, on va dire, où il n'a pas forcément les mains tout à fait libres. Quelle est l'importance, par exemple, des décisions du Congrès sur la politique américaine étrangère et sur la politique de défense de Barack Obama, Maya Candel? Alors, l'empreinte légère, d'abord, il faut voir, c'est justement une politique qui est adaptée aux moyens
déclinant des États-Unis, ou du moins aux moyens inférieurs qu'ils veulent mettre actuellement dans la politique étrangère et de défense. En revanche, vous avez raison évidemment de le souligner, le Congrès aux États-Unis est extrêmement important. Il intervient Enfin, le président ne peut pas gouverner aux États-Unis sans le Congrès. Bon, c'est plus vrai pour la politique intérieure, mais... Oui, mais quand on reproche, prenons un exemple précis, quand on reproche à Barack Obama de ne pas tenir sa promesse sur... Par exemple, la fameuse fermeture de Guantanamo. Oui, Guantanamo. Alors, est-ce que c'est réellement de sa faute ou est-ce que c'est parce qu'il y a derrière lui un Congrès qui ne le souhaite pas? Sur Guantanamo, il y a vraiment, dès le début de son mandat, début 2009, il avait fait, donc c'était le premier décret ou le deuxième décret présidentiel signé par Barack Obama au moment de sa prise de fonction, c'est la fermeture de Guantanamo dans les 1 an. Et en fait, très rapidement, le Congrès s'est positionné contre et a inclus dans des lois essentielles, des lois de budget tout simplement, des amendements visant à empêcher très concrètement le président d'aller jusqu'au bout, de fermer Guantanamo. Alors là, il y a une relance un peu de cet effort, mais il faut voir quand même que là-dessus, le Congrès est assez en phase justement avec l'opinion. Hein. Il y a toujours... C'est-à-dire ? Et quand la question revient à la une aux États-Unis, on voit finalement les républicains notamment, mais également en fait une grande partie des démocrates, arrivent à tourner cette question en disant est-ce que vous voulez vraiment qu'on relâche ces terroristes ? Est-ce que, et finalement l'opinion soutient au moment de la campagne présidentielle. Il y avait eu un sondage qui montrait que l'opinion soutenait Barack Obama sur la non-fermeture en fait de Guantanamo. Donc il n'y a pas de poussée populaire pour la fermeture de Guantanamo aux États-Unis. Il faut se méfier de nos lectures, vues d'ici, sur ces questions-là, André Caspi. Non, je crois tout d'abord que quand on dit le Congrès, il ne faut pas imaginer que le Congrès est homogène. Le Congrès, il y a à la fois des républicains et des démocrates. Et par exemple, au Sénat, la majorité est démocrate. C'est à la Chambre des représentants que le Congrès est républicain. À vrai dire, républicains et démocrates partagent pratiquement la même opinion, et il est vrai que l'opinion publique suit et ne veut pas que ces prétendus terroristes ou ces véritables terroristes, puisque cela dépend des cas, ils sont encore 166, puissent être jugés aux États-Unis, car il faudrait reconnaître que bon nombre de leurs aveux ont été arrachés par la torture, ce qui automatiquement entraînerait le rejet de toute autorité judiciaire, mais le Congrès et l'opinion publique ne veulent surtout pas que ces terroristes mettent le pied sur le territoire des États-Unis. Ce qui veut donc dire que le problème, c'est de trouver un asile à l'extérieur des États-Unis. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que bon nombre des pays d'accueil auxquels les Américains pourraient penser, ne veulent pas, à leur tour, recevoir ces anciens détenus de Guantanamo, ou alors, s'ils veulent les recevoir, ce sont les Américains qui craignent que ces anciens détenus deviennent de nouveaux djihadistes. D'accord. Par conséquent, on est là dans un problème qui est quasiment insoluble, et on se demande d'ailleurs comment un jour on arrivera à fermer Guantanamo. Alors, il ne faut pas oublier que aussi bon nombre de ces détenus ont déjà quitté Guantanamo. Je répète qu'il en reste 166, qu'ils font une grève de la faim depuis déjà plusieurs mois, qu'ils sont nourris de force. Le problème, je crois, pourrait éventuellement trouver une solution le jour, malheureusement, où l'un de ces détenus mourra parce qu'il se suicidera ou parce qu'il aura refusé d'avaler la nourriture, je ne sais pas par quel moyen. C'est-à-dire que s'il y a un choc émotionnel, peut-être la situation se débloquera. Brice Couturier. Oui, vous illustrez bien un problème qu'on rencontre, c'est le hiatus qui peut exister entre l'opinion mondiale et l'opinion américaine. L'opinion mondiale croyait qu'Obama, ça serait une espèce de social-démocrate à l'européenne. En tout cas, les Européens l'ont cru. Or, c'est jamais que c'est le président des États-Unis, et il y a derrière lui la pesanteur de la diplomatie américaine, on le voit. Il y a un cas qui me paraît très important pour illustrer ce malentendu, c'est le cas Edward Snowden. Alors, bien sûr, il faut il faut en parler. Aux États-Unis, alors contrairement à ce que disait un
journaliste de LCI ce matin, il n'est pas membre de la CIA, Edward Snowden, il faut se renseigner un peu quand on est journaliste. Il était un contractant. Non, mais j'ai entendu ça ce matin à 6h, membre de la CIA. Non, il s'agit d'une société privée dans laquelle il est employé, et cette société privée était contractante du National Agency. Moralité, il est nécessaire de se lever tôt. Oui, de se lever tôt à 6h pour vérifier les informations des confrères. Vous avez raison. Mais donc, dans l'affaire Snowden, on voit que les États-Unis soutiennent en réalité une politique sécuritaire, enfin que l'opinion américaine est favorable à une politique sécuritaire, alors que nous, Européens, qui sommes plutôt, comme on disait, le pays du droit, disons en chinois, on dit à l'instant aux informations, on est le pays du droit, donc nous, on voudrait plutôt que la privacy, l'intimité des opinions et des consciences soit protégée. Est-ce que là aussi, on n'a pas l'illustration d'un malentendu entre les Européens et les Américains ? Là, pour une fois, je ne suis plus d'accord avec vous. Enfin. Non, parce que quand vous dites que les Européens, c'est quand même les champions du droit et que les États-Unis, c'est les champions de la sécurité, ça me semble contraire à tout ce que l'on peut voir aux États-Unis. Au contraire. Est-ce que vous voulez dire que la DGSE ne fait sûrement pas ce que fait la NSA aux États-Unis? Oui, d'accord, mais le droit a beaucoup d'importance aux États-Unis. La justice est l'un des éléments fondateurs de la civilisation américaine, et la Cour suprême est l'un des 3 grands pouvoirs. Par conséquent, non, s'il y a précisément... Alors, comment expliquer que nos conversations téléphoniques et nos emails soient c'est-à-dire surveillés par les grandes oreilles? Oui, c'est bien sûr. Mais d'abord, je vous signale qu'il y a aussi des efforts qui sont faits du côté de la France pour écouter nos conversations téléphoniques. Alors, peut-être ont-ils moins de réussite qu'aux États-Unis, parce que les moyens sont moins importants. Je vous signale également que la Grande-Bretagne a beaucoup profité du système américain et continue à en profiter. Par conséquent, ce n'est pas elle qui proteste le plus contre les découvertes que Snowden a pu nous apporter. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les pays font cela, d'autant que l'on est dans une période où la sécurité est menacée. Et par conséquent, la raison pour laquelle les Américains protestent précisément à la suite des découvertes de Snowden, c'est qu'ils ont du mal à accepter que pour des raisons de sécurité, on puisse empiéter sur leurs libertés individuelles. C'est bien la preuve que les États-Unis sont un pays dans lequel le droit a une très grande importance. Il y a quand même, il y a tout de même des contrastes et des paradoxes dans cette histoire, parce que Snowden aux États-Unis, selon les journaux, selon les chaînes de télévision ou les radios, est tantôt un traître, tantôt un héros, d'ailleurs de même ici. Et puis même, faut-il y voir ou non, je vais peut-être employer les gros clichés, Baya Kandel, mais on ne voit que, l'Union soviétique, vous voyez, la Russie propose l'asile à Snowden, ce qui donne la fureur, fait mettre en colère les États-Unis. Est-ce qu'il faut voir à nouveau une espèce de remake ou pas, de sorte de petite guerre froide entre Russie et États-Unis sur ce fameux cas Snowden? Et encore une fois, ça n'est ni blanc ni noir, il est à la fois très très héros, le bonhomme. Oui, non. Alors c'est vrai que là, depuis quelques jours, on a des articles qui ont une tonalité très guerre froide. Bon, c'est un peu tôt pour voir comment ça va évoluer là entre les États-Unis et la Russie. Mais en revanche, sur cette question traître ou héros, on a vraiment là depuis, on a une évolution très rapide aux États-Unis, de plus en plus, en tout cas dans l'establishment, disons, politico-médiatique au sens large. La version traître est en train de s'imposer. Elle est en train de s'imposer au Congrès. On voit qu'elle s'impose un peu dans le New York Times, dans les grands journaux, bon, sans parler de Fox ou autres. En revanche, dans l'opinion, il y a quand même une fracture générationnelle qui est assez intéressante. Pour l'instant, pour les jeunes, Snowden est majoritairement un héros. Ailleurs, effectivement, on a plus la version traître qui s'impose, surtout avec les dernières révélations qu'il a faites et qui ont un fort parfum de guerre froide. Bon, mais est-ce qu'il y a là aussi, vu d'ici, au fond, une sorte de rouerie, de traîtrise d'Obama, ou est-ce qu'Obama, finalement, là aussi, ne fait que continuer et appliquer une politique engagée avant lui? Alors, même si le nombre d'écoutes, apparemment, sous son mandat à lui, et paraît-il, enfonce tous ses prédécesseurs, quoi. Enfin, oui. Bon.
Le fait est que Obama, donc président des États-Unis, a hérité d'un certain nombre de choses de Bush, et sur un certain nombre de sujets, il a repris, voire intensifié la politique de Bush. Donc je pense vraiment sur les frappes de drones et sur ses écoutes, mais il y a aussi sur les drones comme sur les écoutes la technologie qui progresse très rapidement, ce qui fait que ça devient beaucoup plus facile d'utiliser ces méthodes. Mais tout ça se fait, la NSA, selon le Patriot Act, donc qui a été voté après le 11 septembre. On est toujours dans ce cadre de figure-là. Et puis, simplement, soit dit en passant, la NSA est une agence créée pour surveiller et écouter. Elle surveille, elle écoute. Quelle surprise. Enfin, je veux dire, il y a un côté. On s'étonne de quelque chose qui n'est jamais que assez normal. Quoi. La NSA a été créée en 1952. Oui, donc ça fait plus d'un demi-siècle qu'elle existe, hein. Mais simplement aujourd'hui, elle a des moyens autrement plus sophistiqués qu'en 1952. Elle fait son travail. Alors évidemment, quand on sait que nos conversations téléphoniques sont écoutées, on bondit. Mais vous savez, au temps de la guerre froide, la CIA et la NSA étaient capables d'écouter les conversations que les dirigeants soviétiques avaient dans leur limousine par téléphone ou directement. C'est-à-dire qu'au fond, l'espionnage, c'est une permanence des grands États. Et pour répondre à votre question... Est-ce que c'est une épine dans le pied d'Obama, tout de même, cette affaire-là, qui a un retentissement mondial? Je voudrais d'abord répondre à votre question sur la Russie. Moi, je crois que... Alors, guerre froide ou pas? La Russie n'a plus aujourd'hui qu'un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le pouvoir d'être la très grande puissance, mais elle peut en effet intervenir, comme elle le fait par exemple, pour empêcher d'autres puissances de jouer leur rôle. C'est la Syrie, évidemment. Plus les États-Unis hésitent, et plus la Russie prend la place qui lui reste. Donc c'est ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis comme un parfum de guerre froide, mais sans que cela représente le véritable affrontement qu'il y a eu jusqu'en 1989. Mais est-ce que cela dit, c'est pour vous un des signes de ce que vous qualifieriez d'échec de la politique justement de Barack Obama? C'est les ambiguïtés de l'empreinte légère, de fait? C'est les faiblesses de l'empreinte légère. Pour être honnête, je n'ai jamais été un grand supporter de Barack Obama. On l'a bien vu avec votre livre sur la grande désillusion. Mais je considère que là, ce n'est pas un échec, c'est simplement la reconnaissance d'une réalité, c'est-à-dire les États-Unis n'ont plus les moyens d'être la super ou l'hyperpuissance qu'ils étaient précédemment, et ils en tiennent compte. Brice Couturier. Oui, on est dans le dilemme entre liberté et sécurité, le droit et l'autorité, et je voudrais revenir sur le voyage d'Obama en Afrique. Parce qu'en Afrique comme ailleurs, les États-Unis se considèrent à la fois comme les promoteurs de l'état de droit et de la démocratie, mais ils sont aussi confrontés, je le disais, à un concurrent qui, lui, n'a pas ce genre de scrupules et qui traite avec le pouvoir en place, quelle que soit sa nature, et avec une préférence d'ailleurs plutôt pour les systèmes autoritaires. Déjà, Raymond Aron disait que les États-Unis oscillent entre volonté de puissance et trouble de conscience, je le cite, curieuse combinaison de pragmatisme et de moralisme. Et là, on est bien au cœur de ce que vous êtes en train de décrire, cette oscillation permanente entre le souci de la sécurité et le souci du droit. En Afrique, il semble quand même que Obama ait choisi clairement des démocraties, alors que la Chine, encore une fois, préfère les régimes autoritaires. Est-ce que là aussi, on ne va pas vers une espèce de guerre froide, dont l'Afrique serait le champ d'expérimentation, entre la puissance autoritaire, la Chine, la puissance démocratique, qui cherche à répandre la démocratie, les États-Unis? Maya Candel, peut-être? Oui, sur l'Afrique, ce voyage, c'est vraiment un voyage pour communiquer, réinvestir les États-Unis en Afrique sur le plan du commerce et des investissements. Donc c'est vrai qu'ils ont choisi effectivement 3 démocraties. Il n'empêche que on a eu quand même une militarisation un peu de la politique américaine en Afrique ces 4 dernières années, mais c'est quelque chose qui se fait sous le radar, si vous voulez. Alors c'est là, effectivement, Africom, donc ce commandement régional a été... C'est basé en Allemagne, bizarrement? Oui, alors parce que, en fait, quand il a été créé en 2007, il y a 2 raisons, en fait. D'une part, aucun pays africain n'en a voulu sur son sol.
tout simplement. Et puis par ailleurs, jusque-là, en fait, il n'y avait pas de commandement. Vous savez que les États-Unis quadrillent le monde entier, divisé en commandements régionaux, commandements militaires régionaux. Jusqu'ici, il y avait, jusqu'en 2007, l'Afrique était rattachée au commandement européen. Et du coup, voilà, on l'a laissé à Stuttgart. Mais en revanche, il y a eu une montée en puissance d'Africom sous le premier mandat de Barack Obama, en partie liée à l'intervention en Libye, où les Américains ont suivi, ont soutenu les Européens. C'est là qu'est née cette expression du leadership par l'arrière, donc d'un leadership plus discret, puisque les Américains, depuis l'Irak, sont vraiment conscients que leur présence et la militarisation de leur présence a des effets contre-productifs. Donc le grand tournant d'Obama, c'est quand même ça, dans le ton, la rupture avec Bush, c'est ça. Après, ça ne signifie pas que les Américains faire envoyer des drones que des troupes au sol. Exactement. C'est ça, hein. Et puis en plus, politiquement, vis-à-vis de l'opinion publique, c'est beaucoup plus simple et pratique. Ça coûte beaucoup moins cher, surtout. Ça coûte beaucoup moins cher, exactement. Et c'est moins visible par les Américains. Par les gens sur place, bien sûr, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut parler de tentatives diplomatiquement risquées que de vouloir dialoguer avec les talibans, par exemple, comme l'a annoncé le gouvernement américain à l'occasion de Ekin Karzai, évidemment, en Afghanistan? Je ne sais pas si c'est risqué, mais c'est étonnant. C'est étonnant et en même temps, je dirais que c'est la conséquence logique de la volonté des États-Unis de se retirer d'Afghanistan. Mais parler avec les talibans, pour dire quoi? Pour dire que Hamid Karzai n'est pas un bon président. Dans ce cas-là, c'est un peu difficile à justifier du point de vue de Washington, puisque Washington l'a soutenu pendant des années. Pour essayer de limiter l'influence des talibans, je crois que c'est peine perdue, parce que une fois que les talibans seront de nouveau au pouvoir ou aux côtés du pouvoir à Kaboul, il est évident qu'ils n'auront qu'une hâte, c'est d'étendre leur influence sur l'ensemble du pays. Alors, peut-être, en effet, ces conversations permettront-elles un retrait dans le calme des troupes américaines, mais il n'empêche que, après le passage des États-Unis en Afghanistan depuis 2001, c'est-à-dire en l'espace de 12 ans, je crois que non seulement les Américains sont arrivés à être très impopulaires en Afghanistan, mais en plus, ils laissent derrière eux une population malgré tout divisée, parce que le peu de supporters qu'ils ont eus redoutent pour leur vie, parce qu'ils savent très bien que sous le règne des talibans, leur vie sera menacée et qu'ils risquent fort d'être assassinés ou en tout cas mis en prison. Le résultat, c'est que on peut en effet penser que la réconciliation entre les talibans et les États-Unis, ça fait partie en somme des règles de la diplomatie ou des relations internationales. Mais je suis persuadé que de la part des États-Unis, c'est un mauvais pari. Maya Kandel. Oui, d'un autre côté, il y a les Américains veulent quitter l'Afghanistan et donc il y a aussi quelque chose de très réel politique, c'est-à-dire on a fait la guerre, il faut faire la paix avec ceux contre qui on a fait la guerre. Donc en plus, Karzai, il y a eu de nombreux déboires, là tout le monde attend qu'il s'en aille. Vous savez que ce matin il a été attaqué, le palais présidentiel a été attaqué à la roquette ce matin, et effectivement il a failli mourir. Donc sur cette question... Dans un certain sens, ça faciliterait au fond les négociations. Alors on sait qu'il y a... donc sa disparition. Cette question, bien sûr, cette question de l'Afghanistan, il y a la question aussi de l'Iran. On va bien voir avec la nouvelle élection et la victoire de Rouhani s'il va y avoir ou non une amélioration des relations américano-israéliennes. Et puis il y a évidemment le gros dossier américano-israélienne ou américano-iranienne américano-iranienne, pardon, mais on là-dessus venait que justement de ce que évidemment induit derrière la question israélienne, qui est un des gros dossiers évidemment attaché à la politique internationale des États-Unis, de la diplomatie américaine. Certains ont commenté le dernier voyage de Barack Obama en Israël comme une espèce presque de voyage d'adieu. On dit certains observateurs en disant qu'il n'y avait eu aucune déclaration au fond réellement efficace, aucune promesse particulière et même aucun espoir. Alors ça n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je vous propose d'écouter l'analyse de Denis Charby, qui est professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël, qui lui dit qu'au fond, Obama ne laisse pas Israël, mais qu'il se heurte au contraire aux obstacles internes du gouvernement et de la société israélienne, et que c'est un de ses problèmes à lui quant à une politique à mener. Denis Charby au micro de Salomé Viau.
Obama a commencé son deuxième mandat avec un geste particulièrement fort, puisqu'il a décidé de se rendre en Israël, alors même que le gouvernement israélien venait d'être à peine constitué. C'était au mois de mars 2013, en indiquant très clairement qu'il entendait mener tous les efforts nécessaires pour favoriser la négociation, le retour à la négociation, avec à la clé la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Et il a délégué pour cela son secrétaire d'État, John Kerry, ayant mis les uns et les autres au défi d'accepter ou de refuser le retour à la négociation. Et on est donc dans une situation, je dirais, un peu trouble aujourd'hui, dans la mesure où d'abord ça prend plus de temps que prévu. Ils étaient censés déjà se mettre d'accord il y a déjà quelques semaines, et il est vrai que cette temporisation semble indicative, je dirais, d'une résistance ou d'une réticence, soit du côté israélien, soit du côté palestinien, soit des deux côtés. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation d'expectative. Il y a véritablement une volonté réelle, concrète de Barack Obama et de John Kerry de relancer le processus de paix, mais voilà, il se heurte à des forces internes, du côté palestinien comme du côté israélien, ne plaident pas pour, en tout cas du point de vue du contexte politique régional et local, ne plaident pas pour ce retour. Voilà, donc Denis Charbier au micro de Salomé Vio, André Caspi, Maya Candel. Écoutez, le conflit israélo-palestinien, je ne veux pas là non plus être exagérément pessimiste, mais ne sera certainement pas résolu dans les quelques années qui restent à Barack Obama. Exactement, il lui en reste 3. Pour plusieurs raisons. La première raison, tout d'abord, c'est que les Palestiniens eux-mêmes sont divisés. Il faudrait qu'il y ait une réconciliation entre Mahmoud Abbas et puis le Hamas à Gaza. On en est loin pour l'instant, en dépit des bonnes paroles qui sont prononcées ici ou là. Et il faudrait aussi d'ailleurs que le gouvernement de Mahmoud Abbas soit plus solide qu'il n'est, puisque encore tout récemment, le nouveau Premier ministre qu'il venait de désigner a lui-même démissionné. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les deux camps, d'un côté les Israéliens, de l'autre côté les Palestiniens, sont loin d'arriver à trouver le début du commencement d'un accord. Et puis j'ajouterai une troisième raison, c'est qu'au sein même de la société israélienne, je me demande si c'est encore un problème. C'est-à-dire que beaucoup d'Israéliens considèrent que pour l'instant il n'y a rien à faire, on continue comme avant, parce que la question essentielle dans cette partie du monde, c'est l'Iran. La question essentielle, c'est de savoir si l'Iran accédera ou non à la puissance nucléaire. Et puis, autre question qui elle aussi devient de plus en plus essentielle, c'est ce qui se passe en Syrie. Donc autrement dit, Syrie, Iran, oui, c'est capital, c'est essentiel, à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Quant au conflit israélo-palestinien, il remonte à 1948. Je crains que nous ayons encore à en parler quand vous m'inviterez dans 10 ans ou dans 15 ans. Prenons date aujourd'hui, André Caspi. Maya Candel. Oui, je partage tout à fait cette analyse, avec peut-être simplement le fait que là, on a, comme sur d'autres sujets, quand même, une certaine division entre le secrétaire d'État John Kerry, qui lui aurait peut-être l'ambition d'arriver à un accord de paix. On dit c'est le secrétaire d'État, c'est le job de sa vie. Lui aussi, il a la question de l'héritage à laisser. Mais là-dessus, il n'est peut-être pas tout à fait sur la même ligne que Barack Obama, qui, en tout cas c'est mon sentiment, semble pas vouloir mettre beaucoup de capital politique sur la question israélo-palestinienne. Et en revanche, alors la Syrie, je crois que c'est quelque chose, il aimerait bien que ça s'en aille plutôt. Et par contre, l'Iran, là, on l'a vu notamment avec les annonces ces derniers jours. Barack Obama aimerait que ça s'en aille, mais dans son entourage et dans le personnel politique américain, tout le monde n'est pas de cet avis. Certains voudraient que l'Amérique soit plus interventionniste en Syrie et que Barack Obama continue de freiner objectivement. Mais chez Clinton, chez Kerry, on a dit publiquement qu'il faudrait sans doute aider à livrer des armes, à armer les rebelles syriens, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y a des vraies divisions aux États-Unis, ça traverse les partis, les institutions, et c'est ça qui crée d'ailleurs une impression de flou, un peu de manque de leadership et donc un problème de crédibilité. Bon, le problème de crédibilité essentiel des États-Unis, c'est sur cette question de ligne rouge qui a été
sans doute énoncé un peu vite dans le contexte de la campagne l'année dernière, parce que justement, il y avait des pressions. Ligne rouge qu'on a sans cesse vu reculer. Voilà, qui est en pointillé, qui recule, qui devient rouge clair. Enfin bon, c'est vrai que ça, c'est un vrai... Brice Couturier. Il y a des analystes américains qui disent que plus les Américains ont une politique offensive au Moyen-Orient, plus ils ont besoin de rassurer les opinions publiques arabes en montrant qu'ils sont fermes envers Israël. Et qu'en ce moment, comme au contraire, contrairement à ses prédécesseurs, la politique d'Obama, c'est au contraire une main légère au Moyen-Orient, y compris face à l'Iran, comme vous êtes en train de le dire, parce qu'en fait, Obama ne cesse de calmer les Israéliens qui ont envie que Iran paye pour ses tentatives d'obtenir la bombe nucléaire et que Obama fait tout pour les en dissuader. Comme justement Obama est peu préoccupé de cette situation, du coup, il a moins besoin de faire pression sur Israël sur la question des territoires occupés, parce que précisément, il n'a pas les intentions, disons, belliqueuses qui étaient celles de ses prédécesseurs à l'égard de pays comme l'Irak, par exemple, et aujourd'hui l'Iran. Est-ce que vous croyez à cette théorie qu'il y a un balancement nécessaire entre le fait que quand la main est forte, il faut calmer l'opinion publique arabe en critiquant Israël et en essayant de le pousser vers la table de négociation, et que quand au contraire on essaie de calmer plutôt Israël, à ce moment-là, on laisse pourrir le conflit israélo-palestinien. André Caspi. Moi, ce qui me laisse rêveur, c'est la notion d'opinion publique arabe. La rue arabe, comme on dit. Oui, la rue arabe. Enfin, vous savez, la rue arabe, elle est quand même sacrément divisée. D'abord entre les chiites et les sunnites, ça me semble évident, et même au sein du camp sunnite, et même au sein du camp chiite. Donc finalement, si vous regardez ce que sont les intérêts de l'Arabie saoudite et du Qatar d'un côté, ou les intérêts, je ne dis pas de l'Iran, parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, mais des intérêts, par exemple, de la Jordanie ou de je ne sais quel autre pays arabe, ou de l'Égypte, par exemple, vous verrez des différences qui sont énormes. En fin de compte, l'attitude de Barack Obama vis-à-vis de ces États arabes, c'est d'essayer de maintenir une certaine stabilité. Alors le printemps arabe a suscité beaucoup d'espoir et beaucoup de désillusions. Il faut bien reconnaître les choses comme elles sont. Il reste que les monarchies arabes, elles, n'ont pratiquement pas bougé, que ce soit le Maroc, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les États du Golfe. Ce sont des États sur lesquels les États-Unis comptent, et ce sont des États aussi que souvent les États-Unis protègent, je pense en particulier à la Jordanie. Donc tout cela fait que les États arabes n'ont pas de revendications particulières à l'encontre des États-Unis. Les États-Unis considèrent que l'État d'Israël, il faut en effet éviter qu'il intervienne tout seul en Iran. Barack Obama ne souhaite pas, j'en suis certain, une intervention brutale en Iran. Il ne souhaite pas une intervention brutale en Syrie. D'abord parce que les États-Unis n'en ont pas les moyens, et puis ça se retournerait contre eux, comme lorsqu'ils sont intervenus en Irak ou lorsqu'ils sont intervenus en Afghanistan. Donc en fin de compte, l'attitude de Barack Obama, c'est une grande prudence, c'est de rester en dehors des conflits, et plus il reste en dehors des conflits, et plus ça affaiblit le pays, et plus ça renforce, comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir de nuisance de la Russie. Pour terminer justement cette émission, est-ce que vous pensez au fond qu'il y a un risque dans ce deuxième mandat de Barack Obama de laisser une image infiniment plus terne du coup que celle qu'il a donnée au tout début, il y a maintenant plus de 5 ans, quant à sa stature. Alors enfin vous étiez déjà convaincu que ça serait pas formidable, André Caspi, ne me regardez pas comme ça. Mais je ne dis rien, moi. Voilà, sur cette question. Mais est-ce qu'il y a par ailleurs les guerres secrètes que l'on ne sait pas? Évidemment. Secrète, oui. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, un peu, Maya Kandel? Parce qu'évidemment qu'il y a les guerres, il y a celles qu'on voit à la une des journaux, mais il y a le travail de tous les jours, des guerres secrètes de l'Amérique avec le reste du monde, à travers notamment les réseaux, l'information. Oui, non. Pardon, il y a l'emploi des drones. Non, mais sur cette question de l'héritage, d'abord, c'est un peu tôt encore. Je pense que l'accent d'Obama, on a vu le discours, le grand discours à Berlin, vers un monde sans armes nucléaires. Il y a un héritage de ce côté-là. Sur le plan intérieur, quand même, des États-Unis, il a fait passer la réforme de santé, il a fait voter un certain nombre de lois. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une situation de blocage qu'il n'a rien fait. Les 2 premières années ont été extrêmement productives. Donc, la question de l'héritage est un peu différente. Moi, je pense qu'il reste la grande question de l'Iran, quand même si
si l'Iran reste une guerre préventive prévue, entre guillemets, pour les États-Unis, il y a eu quand même des ouvertures très intéressantes ces dernières semaines. Et ça pourrait être éventuellement, qui sait, un héritage, même s'il y a beaucoup de blocages aux États-Unis. Donc il faudra suivre de très près. Voilà, et puis il faudra suivre également, évidemment, comment va se passer